Un, deux.
Il est 18 h, on va pouvoir démarrer, s'il vous plaît. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, vous voyez qu'on a un nouveau conseiller municipal au milieu de la salle, là, donc c'est pour améliorer la qualité de la retransmission, en tout cas pour chaque membre de l'Assemblée. Donc, je vais commencer par procéder à l'appel. Arnaud Salmon, présent. Nolwenn Guillou. Martine Guénégan. Christian Fontaine a donné pouvoir à Pascal Guichard. Muriel Béziel. Vincent Rémy. Marie-Claire Mervin. Philippe Bécan qui a donné pouvoir à Martine Guénégan. Mirella Jean de Dieu qui devrait arriver. Kevin Stanbacher. Catherine Cabot. Pascal Guichard. Christian Chauffour. Laure Zatorchi qui a donné pouvoir à Thierry Lafournière, mais qui va nous rejoindre vers 19 h. Joyce Dommage. Gonel Védy. Thierry de Lafournière. Evelyne qui a donné pouvoir à Muriel Béziel. Marion Wattard, pouvoir à Marie-Claire Mervin. Jean-Patrick Guibou. Valérie Simon qui a donné pouvoir à Nolwenn Guillou. Frédéric Soyer. Michel Armandari. Éric Dièvre. Yannick Loisance. Bruno Deslandes. Catherine Guguin-Grassi qui a donné pouvoir à Fabrice Le Toquin. Frédéric Lemoine qui a donné pouvoir à Claudia Gauvin. Fabrice Le Toquin. Annick Porte qui a donné pouvoir à Bruno Deslandes. Martine Cravaya-Schutz et Frédéric Lobet. Je vous remercie. Donc, le quorum est atteint. La séance est donc ouverte. Il me faut donc, comme habituellement, un secrétaire de séance. La dernière fois, c'était Nolwenn Guillou. Il y a des volontaires. Catherine Cabot, pas d'opposition, pas de remarque. Je vous remercie. Donc, premier point lors du jour, la traditionnelle adoption du procès-verbal du 27 mai 2024. Est-ce qu'il y a des commentaires? Pas de commentaires, je vous remercie. Donc, je vous propose d'en prendre acte. Point 2, donc, il s'agit de la convention de mise à disposition de l'internat du lycée hôtelier pour l'accueil des travailleurs saisonniers, comme vous le savez. Donc, c'est un avenant 1, c'est purement du formalisme, parce que dans la première convention, c'était un bâtiment particulier qui était précisé. Et il se trouve qu'au fil des travaux d'entretien du lycée hôtelier, cette année, ils mettent d'autres bâtiments à disposition. Donc, ça permet d'avoir une délibération plus générale, plus chapeau, et pas avoir de problème dans la convention. Donc, vous avez tous pris note de la connaissance de la note de synthèse. Est-ce qu'il y a des commentaires? Questions? Donc, je vous propose d'approuver l'avenant à la convention de mise à disposition de l'internat du lycée Yvon Bourges à la commune de Dinard pour l'accueil des travailleurs saisonniers, annexé à la présente délibération. M'autoriser ou l'adjoint délégué à le signer, ainsi que tous les documents y afférents. Qui s'abstient? Qui vote contre? Unanimité, je vous remercie. Point 3, l'avenant, encore, donc, nouvel avenant numéro 1 de la convention d'occupation du domaine public et avenant numéro 3 au contrat de concession de services publics pour l'exploitation du casino de Dinard. Marie-Claire Mervin. Donc, pour rappel, le conseil municipal a approuvé la désignation de la société nouvelle du Palais d'Émeraude de Dinard en tant que concessionnaire du service public du casino pour une durée de 15 ans, le 16 décembre 2019. Donc, cette concession prévoyait la gestion et l'investissement qui étaient totalement à la charge du délégataire. 100 postes de jeu étaient prévus, 3 tables de 10 h à 3 h tous les jours, plus restauration et plus animation. Il y avait une mise à disposition gratuite de salles. Dans leur prévisionnel, le chiffre d'affaires total était de 113 400 000 € hors taxes et le prélèvement communal était de 15 % du produit brut des jeux diminué des abattements légaux. 2 avenants ont déjà eu lieu, notamment dans le cadre du Covid. Un avenant numéro 1 pour décaler les travaux au 31/10/2023 du fait de la crise Covid. Et puis la contribution annuelle qui était au préalable de 50 000 plus 20 000 € était passée à 45 000 €. L'avenant numéro 2, c'était pour régulariser les fermetures dues à la crise Covid. Pour rappel,
le programme initial des travaux. Alors, vous les avez à l'écran. Ils étaient tous décrits dans l'annexe 2 du présent contrat. Il y avait l'embellissement extérieur et notamment le toit avec un camouflage qualitatif des tuyaux et un aménagement de sa terrasse. Déplacement du restaurant situé actuellement au premier étage en l'installant dans le salon de la mer, rez-de-chaussée, côté digue. Transformer l'espace actuel du restaurant en bar pour les joueurs et agrandir l'offre et donc les espaces de jeu. Rendre accessible l'ensemble de l'établissement ainsi que les ascenseurs. La salle de spectacle, réfection des peintures et remplacement des sols, réparation du système de climatisation et isolation phonique et thermique du bâtiment. Donc, leurs travaux, l'investissement représentait 3 780 000 € hors taxes. Et donc, le concessionnaire étalait la durée de ces travaux, l'amortissement de ces travaux sur les 15 ans de la DSP. Donc, ces 3 millions, on avait principalement le restaurant pour 1,4 million, l'accueil et la salle de jeu et le bar pour 1,3 million, salle de gala 100 000 €, salon belvédère 170 000 € et patrimoine 850 000 €. Donc aujourd'hui, il est proposé de faire un avenant numéro 3. Les grandes modifications sont de garder le restaurant à l'étage, d'agrandir l'espace jeu dans la salle des galas afin d'organiser une transparence nord-sud. En fait, de la rue, on verra la mer, et permettre l'installation de jeux électroniques, rénover les façades avec le changement des menuiseries extérieures et renforcer les lots techniques en conséquence. Donc on arrive à un investissement total de 6 546 000, soit 2 millions de plus, soit 2 millions dédiés à la transformation de la salle de gala. Donc à l'écran, vous avez la répartition indicative des différents postes. Les plus gros, c'est équipement technique pour 1 688 000, finition intérieure pour 1 045 000. Après, on a des frais divers, 527 000. Les honoraires 865 000, les spécificités du casino 900 000, etc. Donc là, ce que l'on souhaite approuver ce soir, c'est l'extension d'1 an de la DSP. Donc on était sur 15 ans, ce serait de la passer sur 16 ans pour qu'ils puissent amortir leurs travaux sur la durée de la délégation. Et du coup, le nouveau chiffre d'affaires estimé sur ces 16 ans serait 115 millions d'euros. À l'écran, on va vous montrer des projections qu'ils ont pu faire, des photos. Là, avec la façade vue de la rue. Est-ce que ça appelle des questions? Pas de questions, pas de commentaires? Avec le micro. Non, j'avais juste une question sur la salle de gala. Elle devient, en fait, si j'ai bien compris, elle change de fonction, ou bien elle demeure une salle de gala? En fait, l'idée, c'est d'avoir des jeux dans la salle de gala, justement d'étendre la zone de jeu, oui, et que ça communique entre salle de jeu actuelle et la salle de gala. Donc, en fait, la salle de gala n'aura plus sa fonction de salle de gala. Donc, on va perdre pour Dinard quand même un espace de convivialité. Et il y avait des choses organisées quand même là-dedans. Il y avait des spectacles, il y avait du théâtre en hiver, il y avait un certain nombre de rencontres, de conférences. Elles ne pourront plus se tenir, ou bien ça sera un aménagement qui pourra être... Le casino, pardon. Le casino a l'obligation de participer à la programmation culturelle de la ville. Ça fait partie des grands axes, en tout cas, de la DSP. Donc, effectivement, la salle de gala sera plus disponible pour cet usage-là, mais ça va renforcer, en tout cas, par exemple, les liens avec la ville de Dinard, et on pourra conventionner plus facilement aussi pour qu'ils puissent exploiter d'autres salles dans la ville, et avec des événements que le casino pourra financer lui-même. Aujourd'hui, c'est la démarche générale du casino, c'est s'il a demandé cet avenant, s'ils revoient leur stratégie, en tout cas, c'est parce que le marché a totalement changé. En fait, il y a toute une partie des clients, des joueurs, on va dire,
déjà les clients pour appeler les joueurs dans son ensemble, qui maintenant se rapatrie sur les jeux en ligne. Donc l'objectif de ce nouveau casino, ce sera le 2e en France, je pense, pour le groupe Barrière, c'est d'en faire ce qu'il appelle un casino augmenté, en fait, donc avec des passerelles entre les jeux traditionnels du casino et puis les nouveaux jeux numériques. Et puis en renforçant aussi cet esprit de convivialité aussi qui pouvait exister d'ores et déjà au sein même du casino. La grosse valeur ajoutée, en tout cas, ce que je trouve pour Dinard, c'est dans ce nouveau projet, dans cet avenant, c'est, donc, comme le précisait Madame Mervin, la programmation des travaux a changé, on va dire, par rapport au contrat de DSP, mais l'enveloppe des travaux a considérablement augmenté. Donc c'est dans l'intérêt de la valorisation du patrimoine de la ville. Et après, comme vous voyez sur l'image en 3 dimensions, là, l'esquisse digitale, l'architecte de Barrière là, a fait tout un projet de recherche. Il est allé rechercher, entre autres, des vieilles cartes postales de la ville pour retrouver l'esprit de la façade historique du casino, qui a été complètement dénaturée au fil des années. On retrouve toutes les fenêtres traditionnelles avec les petits bois, comme on dit. Les peintures d'origine aussi, également. Vous voyez que sur cette esquisse aussi, ils ont fortement allégé ce que je pourrais appeler les enseignes. Si vous voyez actuellement, il y a des gros stickers, des gros autocollants qui sont accolés sur les vitrages actuels. Donc voilà, en tout cas, ça fait un projet architectural qui valorise et le patrimoine de la ville, je rappelle, et Dinard dans son ensemble. Donc je trouve que ça a plutôt du sens de souscrire à cet avenant. Et après, on ne voit pas bien forcément sur cette image-là, mais moi j'ai pu voir des images du projet. Et c'est vrai que quand on sera axé, quand on aura vu sur la porte d'entrée, on va récupérer beaucoup plus de transparence en fait, et de perméabilité à travers le bâtiment pour revoir la vue de mer en fait, avec des fenêtres traversantes, comme l'a expliqué Marie-Claire Mervin. Donc voilà. En tout cas, je pense que ça sera une véritable valeur ajoutée dans son ensemble pour la ville de Dinard. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au vote, Madame Mervin. Le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Approuver l'avenant numéro 1 de la convention d'occupation du domaine public du casino de Dinard annexé à la présente délibération. Approuver l'avenant numéro 3 relatif au contrat de concession de service public pour l'exploitation du casino de Dinard annexé à la présente délibération. Et autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document afférent à cette décision. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Oui, puis comme le rappelait ma voisine, Monsieur de la Fournière, donc il y a aussi toute la partie en salle juridique qui servira aussi pour faire de l'événementiel. Monsieur de la Fournière, comme le rappelait Martine Guénégan, c'est marqué dans l'annexe, donc toute la salle juridique, là, le salon de la mer pourra participer à créer de l'événementiel, entre autres en partenariat avec la ville, et il y aura des mises à disposition plus régulières de réaliser auprès de la ville. D'accord, donc en fait, la perte de la salle de gala sera compensée par une meilleure exploitation des salons de la mer, si je comprends bien. Et de nos équipements aussi, actuellement, suivant les événements. Non, je pense à ça parce que c'est important. On n'a pas tant de lieux que cela de convivialité avec vue de mer à Dinard, et ça aurait été dommage de le perdre, quoi. Non, mais s'il s'appuie sur nos équipements, ça a de l'intérêt aussi pour la ville. Ça permet de faire vivre des salles qui sont parfois aussi vides. Et ça évite aussi, puis ça permet de mutualiser aussi une programmation et pas d'avoir des événements qui se percutent parfois entre ceux de la ville, des associations ou du casino. Donc on va passer au point numéro 4. Donc c'est une délibération qu'on a déjà passée au dernier conseil municipal. Nolwenn Guillot. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. Donc, une délibération classique quand nous sommes dans une période électorale, même si le fait d'être en période électorale ne l'est pas, classique. Il s'agit de déplacer la salle des mariages à la Villa Le Bocage à compter de demain, suite au conseil municipal, jusqu'au 7 juillet inclus, pour que les services puissent installer les bureaux de vote de façon pérenne et efficace. Je ne pense pas qu'il y ait de questions sur le sujet. C'est juste l'occasion pour moi de rappeler que si toutefois, parmi les élus ou les administrés, il y en a encore qui auraient l'élan citoyen de contribuer à la bonne tenue de ces élections,
Il est toujours possible de le faire parce que les bureaux se composent, mais nous avons besoin d'assesseurs, notamment, et qu'il est possible de trouver le lien Framaform pour s'inscrire, pour dire ses disponibilités. Quand bien même les listes sont pleines, on n'est pas à l'abri de quelqu'un qui serait moins en forme et ne pourrait pas être présent le jour des élections. Nous avons besoin de citoyennes et citoyens volontaires pour que puisse se tenir le scrutin. Donc vous pouvez trouver le lien sur le site de la ville ou éventuellement téléphoner à l'accueil de la mairie qui vous indiquera les modalités. Y a-t-il des questions sur le déplacement de la salle des mariages ? Sinon, en ce cas, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Article 1er, approuver l'affectation de la salle B du rez-de-chaussée de la Villa Le Bocage, 6-24 boulevard Féard, pour les cérémonies de mariage pour la période du 25 juin au 7 juillet 2024. Article 2, autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer les documents relatifs à cette affectation temporaire. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Merci. Merci Nolwenn Guillou. Point 5, les tarifs de la TLPE. Pascal Guichard. Merci, bonsoir. Vous savez que nous avons voté le règlement local de publicité l'année dernière, au mois d'avril. Dans la foulée, nous avons réactivé la taxe locale sur la publicité extérieure. Dans le projet d'ordre du jour, vous avez les possibilités qui sont offertes pour exonérer un certain nombre de supports. Et nous avions aussi la possibilité d'une exonération totale ou partielle qui n'avait pas été retenue en 2024 et qu'il n'est à nouveau pas proposé de retenir en 2025. Il était possible de faire une augmentation de 3,8% des tarifs, mais au regard du faible niveau de rendement de cette taxe, on ne cherche pas à assommer les personnes qui ont des affiches et de la publicité. En revanche, le fait de ne pas autoriser de réduction force les différents propriétaires à mettre un minimum sur leur façade et donc ça améliore la qualité visuelle essentiellement du centre-ville de Dinard. Voilà. Donc on vous propose, puisqu'il faut que ça soit voté avant le 1er juillet pour être applicable l'année prochaine, de voter les mêmes tarifs que l'année dernière. Voilà. Y a-t-il des questions, des remarques? Donc dans ces cas-là, je vous propose d'appliquer sur les territoires communaux la taxe locale sur la publicité extérieure, de maintenir le tarif de référence pour l'année 2025 à 16 €. C'est le tarif qui permet de faire tous les calculs avec le tableau que vous avez dans la délibération. De fixer en conséquence les tarifs de la taxe locale sur la publicité comme suit. Vous avez le tableau. Et donc ensuite, de ne pas appliquer d'exonération ou de réfaction sur ces tarifs. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Merci Pascal Guichard. Point 6, adhésion au groupement de propriétaires fonciers et approbation du mandat de collecte dans le cadre d'appel à manifestation d'intérêt visant le déploiement d'IRV. Donc le SDE 35 développe et exploite le réseau BA Ouest Charge pour le compte des collectivités, lui ayant transféré la compétence IRV, donc IRV, installation de recharge pour véhicules électriques, donc compétence transférée depuis 2016. Avec plus de 120 stations de charge sur l'ensemble du département, il est le premier opérateur d'Ille-et-Vilaine. Le SDE 35 souhaite renforcer le déploiement donc de ces recharges face aux récentes évolutions réglementaires, aux objectifs donc du SD-IRV, schéma directeur des installations de recharge pour véhicules électriques, et puis à la présence d'acteurs privés de plus en plus nombreux. Dans ce cadre, le SD35 souhaite assurer la mise en œuvre d'appels à manifestation d'intérêt annuels ou biannuels dédiés à l'installation d'IRV en complément de son offre en régie et visant à mettre à disposition des fonciers publics disponibles pour lesquels le SD35 ne souhaite ou ne possède pas la capacité humaine et financière de porter le projet, donc de transférer cette possibilité auprès d'opérateurs privés. Cette mise à disposition foncière se traduit par la création d'un groupement de propriétaires fonciers à destination de nos membres, dont le SD35 serait coordinateur afin d'apporter ce service aux communes. Les commissions d'attribution sont celles du SD35,
coordonnateur du groupement chargé de l'exécution des appels à manifestation d'intérêt est assuré par le SDE 35. Donc, le coordinateur du groupement se rémunérera en prélevant 20% du montant hors taxe des redevances d'occupation domaniale. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Laubet. Oui. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Alors, nous voterons contre cette délibération pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a voté il y a quelques minutes une délibération qui conduira à terme à l'embellissement du casino. Et nous pensons que l'urgence patrimoniale n'est pas de construire de nouvelles bornes de véhicules électriques, mais d'effacer les réseaux dans Dinard, qui a un retard cumulé depuis des années. Donc, on l'a déjà dit dans des précédentes délibérations, on maintient en cohérence nos votes. Et ensuite, le montage proposé montre les insuffisances du SDE 35 qui sont difficilement compréhensibles pour un organisme qui devrait gérer la chose. Donc, on crée des structures supplémentaires pour avancer dans l'action publique. Et je pense que c'est pas du tout. Enfin, nous pensons que c'est pas du tout la façon d'améliorer la vie publique. Voilà, donc nous voterons contre. Très bien, je prends bonne note. Pas d'autres commentaires? Donc, je vous propose de prendre la décision suivante. Autoriser l'adhésion de la commune de Dinard au groupement de propriétaires fonciers. Article 2, approuver la convention constitutive du groupement de propriétaires fonciers annexée à la présente délibération. Article 3, autoriser le représentant du coordinateur à signer les appels à manifestation d'intérêt issus du groupement de propriétaires pour le compte de la commune de Dinard. Article 4, approuver la convention de mandat de collecte annexée à la présente délibération. Autoriser ou l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à cette décision, tels que convention de groupement de propriétaires, mandat de collecte, autorisation d'occupation domaniale issue des appels à manifestation d'intérêt ou toute autre pièce relative à cette affaire. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? 2 voix contre. Je vous remercie. Point 7, budget principal, décision modificative numéro 1. Marie-Claire Mervat. Donc, on va parler d'abord de la commune. Donc, les modifications au niveau des dépenses. On a pour le 012, on rajoute 102 000 euros. C'est ce qu'on a évoqué lors du dernier conseil, c'était la prime pour le pouvoir d'achat. Donc, les 102 000 euros, c'est le montant chargé. Ensuite, en 014, on augmente de 4 000 euros. Ce sont des dégrèvements de taxes d'habitation sur les logements vacants. C'est des régules N-1 en fait. Et la dernière grosse modification, c'est les 344 000 dans le chapitre 67. Il y a 2 choses. La moins significative, c'est 15 000 euros pour l'annulation de titres sur exercice antérieur. Mais la plus significative, qui fait 328 000, 329 000 euros, c'est parce que le groupe Barrière a fait une demande d'abattement supplémentaire sur le produit des jeux de casino. Et cet abattement supplémentaire est accordé pour des dépenses d'entretien hôtelier effectuées au Grand Hôtel. Donc la demande totale était de 1 154 925 000 euros. Il y a une part pour l'État et une part pour la commune. Donc nous, notre part communale est de 328 587 euros. Pour attribuer cet abattement, parce que ça c'était un peu la mauvaise surprise qu'on a eue juste après avoir voté notre budget dans les premiers mois de l'année. Alors les conditions pour bénéficier de cet abattement, c'est des dépenses effectuées par les établissements hôteliers classés de tourisme, donc le Grand Hôtel. L'établissement doit être situé dans la commune siège du casino, donc on est bien sur Dinard, et appartenir à une société membre d'un groupe fiscal auquel appartient également la société qui exploite le casino, donc le groupe Barrière. Donc en fait, la ville avait été sollicitée par le casino en 2018. Et donc la ville avait à l'époque donné son accord de principe pour la mise en œuvre de cette procédure avant, bien sûr, le démarrage des travaux. Les travaux ont eu lieu de 2020 à 2023. Donc là, les 328 000, ça concerne 4 années, enfin 4 saisons. Ensuite, pour les recettes, dans le chapitre 75, on rajoute 50 000. C'est des régules de rattachement de charges 2023 qui étaient surestimées.
Et puis l'ADM principale, ça va être sur l'affectation du résultat, mais ce qu'on va retrouver dans tous les autres budgets. Donc on affecte le résultat pour 3 213 489 à la section investissement. Donc justement, si on passe à l'investissement, donc on retrouve dans les recettes l'affectation du résultat. Et dans les dépenses, on enlève 400 000 € sur le chapitre 21 parce qu'il est prévu de décaler les travaux de la rue de la Vallée début 2025 au lieu de fin 2024. Voilà pour le budget ville. Est-ce que vous avez des questions, Monsieur Deslandes? Oui, une question et une clarification. En ce qui concerne la décision prise en 2019, il n'y avait pas le choix. C'est-à-dire c'était dans ce cadre de travaux sur l'hôtel financés sur les jeux, sur les prélèvements. Donc il n'y avait pas le choix. C'est une décision qui était de toute façon à prendre à cette époque-là. Ça, c'est la précision. Et la question, c'est pour savoir juste, est-ce que c'est une déduction du montant des jeux de cette année ou alors c'est un versement sur le plan trésorerie? Donc là, c'est un versement exceptionnel qui, d'ailleurs, il nous le demandait en mars ou avril, enfin, juste après qu'on ait voté le budget. On l'a repoussé quand même en juin, puisqu'on voulait quand même le passer en conseil avant. Ouais. Donc ça va être en une fois. D'accord. OK, pas de problème. Voilà. Merci. Monsieur Loisance. Oui, bonsoir, monsieur le maire, et bonsoir tout le monde. Oui, donc je comprends il faut comprendre que notre capacité d'autofinancement sur cette année est donc amputée de 400 000 €. Est-ce que, Marie-Claire, tu as un point à nous donner sur la situation à mi-mandat, c'est-à-dire quelle est la situation des encaissements de droits de notaire, quelle est la situation à mi-mandat, à mi-exercice, pardon, du casino, des recettes variables comme celle des parkings. Est-ce que vous avez pu faire un point pour voir un peu si on tient les objectifs donnés par le budget primitif en termes de capacité d'autofinancement? Merci. Je dirais que, mis à part cette mauvaise surprise, tout se tient plutôt bien. Pour les droits de mutation, alors que je ne me trompe pas de mois, je crois que c'est en avril, on était plutôt en retard, si je ne décale pas dans les mois. En avril, on était plutôt en retard, donc on s'inquiétait un peu. Et finalement, c'est reparti au mois de mai. Donc, pour le moment, on se tient vraiment à la prévision. Pas plus, pas moins, on s'y tient. Donc, tous les autres indicateurs, on se tient à peu près dans notre prévision. Mais il y a cette fameuse surprise, on va dire, qui n'était pas prévue. Mais le reste, ça tient. Pour le moment, on tient. Moi, je vérifie, il y a 2 ou 3 semaines à date, on avait 2 ou 3% de retard par rapport à une -1. Donc, on est dans les objectifs encore du budget voté pour les droits de mutation. Une autre petite question à laquelle je pense. Mais cette somme, enfin pas forcément cette somme, mais ce principe devait être dans le rapport du délégataire chaque année. C'est reporté, oui. On ne savait pas quand. Ouais, on ne connaissait pas le montant ni la date. Non, parce qu'ils doivent nous communiquer le montant des travaux pour pouvoir calculer le montant dont ils ont le droit. Par contre, ils ont le droit, en effet, de demander tous les ans. D'accord. Merci. Donc, s'il n'y a plus de questions, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Approuver la décision modificative numéro 1 du budget primitif de l'exercice 2024, du budget principal de la commune de Dinard par chapitre, selon la répartition que j'ai évoquée. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Madame Mervin. Point 8, donc décision modificative du budget sur celui de l'assainissement. Numéro 1 aussi. Madame Mervin. Alors, l'assainissement, c'est très rapide puisque c'est juste l'affectation du résultat. Donc, on affecte les 289 178 000 € à la section investissement. Est-ce qu'il y a des questions?
Le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Approuver la décision modificative numéro 1 du budget primitif de l'exercice 2024 du budget annexe de l'assainissement par chapitre selon la répartition évoquée. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Merci. Point 9, décision modificative numéro 1, cette fois-ci pour le budget du port. Madame Mervin. Donc, côté dépenses, donc fonctionnement d'abord. Côté dépenses, chapitre 65, on a rajouté 1 000 €. On a dû ouvrir des crédits pour le remboursement de mouillage pour des personnes décédées ou en incapacité de naviguer. Côté recettes, c'est juste l'affectation du résultat, les 207 223 000 € en section investissement. Et les 1 000 €, on les retrouve aussi en investissement en moins du chapitre 20 et du chapitre 23, pour des montants très peu significatifs. Est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît. Pourquoi on ne figure pas l'emprunt qui va être nécessaire pour les travaux du port qui font l'objet d'une autre délibération? C'est peut-être dans une prochaine DM, je suppose. Oui, pour le moment, il n'y a pas d'emprunt prévu. Il n'y a pas? Il n'y a pas d'emprunt de prévu. Pour financer les travaux? Non, il y a très peu. Ouais. Pour cette année, il y a... 2024, non. Pour 2024, en il y a 2024, d'accord. Okay. En 2025, oui, bien évidemment. C'est bon. Merci. Le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Approuver la décision modificative numéro 1 du budget primitif de l'exercice 2024 du budget annexe du port public par chapitre selon la répartition évoquée. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Merci, Madame Mervin. Donc, point 10, budget annexe du Festival du film britannique, décision modificative numéro 1. Madame Mervin. Alors là, on n'a que le budget fonctionnement dans le budget du DFF. Donc, les modifications, on est au chapitre 011. Donc, suite à un départ d'un agent titulaire, on va externaliser la prestation de gestion et coordination du DFF pour les scolaires, ce qui va représenter 8 415 €. Donc, c'est ce qu'on rajoute sur la première ligne. Ensuite, dans le chapitre 66, on rajoute 15 000 €, non 67 d'ailleurs, oui, 67, on rajoute 15 000 €, c'était une annulation de titres, en fait c'était un doublon de partenariat qui était saisi 2 fois pour l'année dernière avec Alliance, donc on l'annule cette année. Et dans le chapitre du côté des recettes, on rajoute 23 415 € dans le chapitre 70, parce qu'on considère qu'il va y avoir une augmentation des recettes de billetterie, suite à une augmentation des tarifs notamment. Est-ce que vous avez des questions? Donc le maire propose au conseil municipal de prendre la décision suivante. Madame Mervin, Guillaume. J'avais juste une petite observation que 8 000 et des poussières d'euros pour 10 000 scolaires qui bénéficient du Festival du film, ça fait environ 1 € l'élève, c'est pas cher payé pour le profit qu'ils en récoltent. Voilà. Merci. Madame Mervin. Donc s'il n'y a plus d'observation, le maire propose au conseil municipal de prendre la décision suivante. Approuver la décision modificative numéro 1 du budget primitif de l'exercice 2024 du budget annexe du Dinard Festival du film britannique par chapitre, comme évoqué. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Merci, Madame Mervin. Point 11, donc, vote de subvention pour une association. Madame Guillaume. Oui, merci. Une délibération que nous avons déjà évoquée, que ce soit en commission vie associative ou ici même en conseil municipal. Il s'agit d'une demande de l'Union du commerce qui a porté l'événement qui s'est tenu hier, le Dinard Summer Garden. Dans le cadre de cette organisation, il sollicite une subvention à hauteur de 2 000 € auprès de la ville. Pour information complémentaire, donc nous disposions dans le budget primitif d'un budget de 525 000 € pour les subventions aux associations, avec 509 000 et quelques euros arbitrés dans les précédents conseils. L'Union du commerce a bénéficié de 8 000 € de subventions de fonctionnement et 1 000 € d'équipement. Pour répondre à la question complémentaire de Mme Grassi, semble-t-il, si vous voulez lui retransmettre, concernant la valorisation du port breton,
Il a été mis à disposition donc l'espace du Grand Barnum de 200 mètres carrés pour accueillir les boissons, 8 barnums de 20 mètres carrés pour les restaurateurs, un stand de 100 mètres carrés, 2 food trucks sur 50 mètres carrés, soit environ 510 mètres carrés. On a fait l'évaluation, parce qu'il n'y a pas de tarif sur par retour. L'évaluation regarde d'événements type nature en fête et du prix qui est pratiqué aux associations ou aux différents événements, soit 2,20 € le mètre carré, ce qui revient à une exonération évaluée à 1 122 € pour l'utilisation du parc. Donc la proposition est de mettre une subvention de 10 000 €. Cette proposition a reçu par mail un avis favorable des membres de la commission vie associative. Y a-t-il des questions? Bien, sinon, en ce cas, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Article 1er, approuver le vote de la subvention telle que figurant dans le tableau joint. Article 2, autoriser le maire ou l'adjoint délégué à verser en tant que besoin, tout ou partie par voie d'acompte, dans ce dernier cas, le montant de la subvention attribuée par la présente délibération. Article 3, inscrire une modification dans la convention entre l'Association Union du Commerce UDC et la commune de Dinard. Article 4, autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer la nouvelle version de la convention. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Merci. Donc, vote de la subvention à l'unanimité des membres de l'Assemblée. J'en profite pour féliciter l'ensemble des organisateurs, donc l'Union commerciale, l'Union des commerçants dinardais, évidemment les membres du bureau, les nombreux bénévoles qui étaient présents hier, les restaurateurs aussi dinardais qui ont joué le jeu, une programmation artistique aussi très locale. On est proche du 100% local. En tout cas, c'était pour une première édition de ce Dinard Summer Garden, c'était un franc succès. D'après les organisateurs, ils estiment la fréquentation sur l'ensemble de la journée 7000 personnes environ. Le fait d'avoir démarré à midi aussi, on a pu voir un public différent aussi. Donc voilà, on peut les féliciter en tout cas pour avoir créé cet événement qui a réuni tous les publics de Dinard et d'ailleurs et de toutes générations différentes. Et merci aussi également pour terminer au service de la ville qui était là en soutien logistique. Point 12. Donc, versement d'un acompte de la subvention de fonctionnement 2024 au Centre communal d'action sociale. Madame Mervin. Comme tous les ans, le CCAS reçoit une subvention de la ville de Dinard qu'on évalue tous les ans afin d'équilibrer son budget. Donc, pour rappel, en 2024, le montant a été fixé à 620 900 €. Donc là, il est proposé de verser un acompte, comme les années précédentes, d'environ 20%, soit 125 000 €. Est-ce que vous avez des questions? Donc, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Approuver le versement d'un acompte sur la subvention de fonctionnement au centre communal d'action sociale de Dinard pour un montant de 125 000 € au titre de l'année 2024. Imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits au budget chapitre 65, nature 657 363. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Merci Marie-Claire Mervin. Point 13, donc le vote de l'aide à l'amicale sociale des territoriaux de Dinard sur le budget du port. Madame Mervin. Donc, lors du dernier conseil, Nolwenn Guillot vous a présenté toutes les subventions aux associations pour le budget commune. Donc, il nous reste celle du port pour la STD. Il n'y a pas de changement par rapport aux années précédentes. On propose un versement de 1 300 €. Est-ce que vous avez des questions? Donc, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Approuver le vote de l'aide tel que figurant dans le tableau ci-dessous. Donc, amicale sociale des territoriaux de Dinard, 1 300 €. Autoriser le maire ou l'adjoint délégué à verser l'aide attribuée par la présente délibération. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Merci Marie-Claire Mervin. Point 14, attribution du marché de prestations d'accompagnement informatique. Frédéric Soyer. Monsieur le maire, bonsoir. Donc, il s'agit d'une prestation d'accompagnement informatique pour la commune qui a fait l'objet d'un lancement d'appel d'offres qui a été ouvert le 29 mars 2024.
afin de s'adjoindre les services d'un prestataire pour accompagner la commune dans une démarche d'amélioration de ses outils informatiques. Il s'agit d'un marché qui a été conclu sur 2 ans, qui est reconductible une fois par reconduction express d'une nouvelle période de 2 ans. La prestation consiste en 3 volets. Il y a un volet ingénierie, un volet technique et un volet formation. Plus précisément, dans le volet ingénierie, on va parler de plans d'amélioration de sauvegarde, de continuité d'activité, on va parler de restauration de système. Dans le volet technique, on va plutôt être orienté sur la maintenance matérielle informatique et tout ce qui concerne la gestion des utilisateurs qui doit être sensibilisé. Et sur la partie formation, on va avoir un volet pédagogique qui va nous permettre d'améliorer la prestation de nos agents au service et à la maîtrise des matériels et des logiciels. Le marché prévoyait une variante exigée sur les propositions en matière de méthodologie et de moyens mis en œuvre. Les critères de sélection étaient les suivants. Il y avait 2 grands critères, une valeur technique et une valeur financière. Sur la valeur technique, 3 ou 4 plutôt sous-parties. Des moyens humains qui étaient dédiés à la réalisation, une méthodologie, des références de l'entreprise dans le secteur des collectivités territoriales, et puis une approche organisationnelle. Tout cela devait représenter une pondération de 60%, et puis l'aspect financier avec des prestations au regard de 40%. Il y a eu 19 sociétés qui ont téléchargé les appels d'offres. Une seule a répondu, et il s'agit de la société SMA Netagis. Et donc, au regard de l'analyse qui a été reçue, la commission d'appel d'offres du 12 juin a décidé d'attribuer le marché de prestations d'accompagnement informatique à l'entreprise SMA Netagis pour un montant d'appel d'offres, comme vous pouvez le constater, d'un montant de 76 639 et 61 centimes hors taxe, ce qui représente 95 567 € et 53 centimes en TTC. Et pour 4 ans, 318 558,44 hors taxe, soit 382 270,13 € TTC. Je rappelle, la commission d'appel d'offres qui s'est réunie le 12 juin s'est prononcée favorablement à cette attribution. Avez-vous des questions? Monsieur Aubet. Oui, bonsoir. Alors nous voterons contre cette délibération pour la raison que nous estimons que ce type de compétences devrait être internalisé au sein du personnel municipal, c'est-à-dire qu'il faut mieux, pour les montants en jeu, recruter du personnel. On peut recruter un bon ingénieur informatique, voire un ingénieur et un technicien pour les montants, et conserver ce type de compétences. Donc, ces personnes pourraient renforcer le service informatique de la commune, plutôt que de conserver ce type de compétences dans une société externe. Donc, c'est la méthode même que nous contestons. Nous avions déjà essayé de recruter un DSI que nous n'avons pas réussi à trouver, et c'est la raison pour laquelle nous avons continué cet appel d'offres. D'autres questions? Donc, je reprends mon petit papier. Voilà. Le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Article 1er, approuver la décision de la commission d'appel d'offres d'attribuer le marché de prestations d'accompagnement à l'entreprise SMA Netagis pour un montant d'offre de 79 639 et 61 centimes hors taxe par an, correspondant à un montant total sur 4 ans de 318 558 € hors taxe et 44 centimes. Article 2, autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à ce marché au nom de la commune. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, 2 voix contre. Merci Frédéric Soyer. Point 15, attribution. Oui, c'est bien ça. Attribution donc, de prestation d'assurance. Donc le lot dommage et biens, l'avenant 2, ajustement donc contractuel. Le marché donc relatif aux prestations d'assurance a été notifié aux compagnies Smakel Assurance SA et Smakel Assurance Mutuelle pour les dommages aux biens et risques annexes pour une durée de 5 ans. Compte tenu d'une importante sinistralité due aux émeutes et mouvements populaires sur l'ensemble du territoire, ainsi qu'une multitude d'événements climatiques importants de fin d'exercice, fortes tempêtes et inondations, la SMACL a fait l'objet d'une augmentation de sa sinistralité. De ce fait, un premier avenant de majoration de la prime annuelle a été appliqué par la SMACL pour le lot 1, contrat dommage aux biens de la commune, d'un montant de 8 301,84 €
hors taxe, ce qui représentait 14,87% du marché initial pour le contrat de la commune. Dans ce contexte, la SMACL souhaite désormais revoir les dispositions des contrats pour y intégrer de nouvelles limitations contractuelles d'indemnité et une nouvelle franchise sur le risque d'émeutes et mouvements populaires. C'est l'objet de l'avenant 2. Vous avez pu prendre connaissance des modifications contractuelles introduites par l'avenant 2. Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2025 pour la durée restant à courir, soit jusqu'au 31 décembre 2027. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je vous propose de prendre les décisions suivantes. Approuver la décision de la commission d'appel d'offres d'autoriser l'avenant 2 du lot 1 concernant les ajustements contractuels du contrat d'hommage aux biens de la commune pour les clauses relatives aux émeutes et mouvements populaires. M'autoriser ou l'adjoint délégué à signer tous les documents afférents à cet avenant. Qui s'oppose, qui s'abstient, je vous remercie. Point 16, attribution du marché relatif aux travaux de dragage du port de Dinard, budget annexe du port. Donc, Christian Chauffour et Jean-Patrick Guibou, je pense que vous avez présenté à deux. Non, je parle et tu réponds aux questions éventuelles, si tu veux. Bonsoir. La ville de Dinard a procédé au lancement en fin d'un marché en procédure adaptée le 22 mars 2024 afin de procéder aux travaux de dragage du port de Dinard. Les travaux prévoient 1. Le dragage de la souille et du chenal du port de Dinard à l'air d'un ponton clipper. 2. Le transport des sédiments par chaland jusqu'au site d'immersion. 3. Le clapage des sédiments sur le site d'immersion. Et 4. La démolition d'une ancienne digue en bloc de pierre et de béton sur le port à Nicolas. 3 prestataires ont répondu à la consultation dans les délais impartis. La société Merceron TP, la SARL Écosystème de dragage Cola et la société Océlian. Au regard de l'analyse des offres reçues effectuées par l'entreprise CETEC, la commission de suivi des contrats du 12 juin 2024 a décidé d'attribuer le marché de travaux à l'entreprise Merceron Travaux Publics pour un montant d'offres variant de 1 936 754,99 € hors taxe, à laquelle s'ajoutent les frais de pilotage, on reviendra dessus, 183 000 hors taxe, et une station de pompage de 17 597,37 € hors taxe, pour un montant total de 2 564 822,83 € TTC. La commission de suivi des contrats du 12 juin 2024 s'est prononcée favorablement à l'unanimité sur cette attribution. Le maire propose au conseil municipal d'adopter l'attribution du marché de dragage à la société Merceron si vous n'avez pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions, monsieur Loisance? Oui, bonsoir, monsieur Chauffour. Merci pour cet exposé. Donc, j'ai 3 remarques concernant ce projet. La première remarque, c'est une remarque plutôt républicaine, démocratique, sachant que les investissements de la ville, à mon sens, doivent être concentrés et fléchés pour bénéficier au maximum de Dinardais, ce qui n'est pas tout à fait le cas, puisque les usagers de la souille représentent environ, je crois, 150 personnes par rapport à la population de Dinard. Donc, il y a, à mon avis, un petit problème. Deuxième sujet, c'est un sujet financier. Il y a un risque probablement de dépassement de ces travaux, puisque c'est quand même très aventurier. Et également, le fait que l'on dise que, puisqu'il a été dit que ce projet serait financé par les usagers du port, il n'en reste pas moins que l'emprunt sera mis dans l'assiette globale de la ville. Et qui plus est, moi personnellement, je suis usager du port depuis près de 40 ans. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des mouillages qui ne sont pas concernés et qui verront leur redevance annuelle augmenter alors qu'ils ne bénéficient pas particulièrement de la souille. La troisième remarque, c'est une remarque plutôt maritime et de bon sens qui consiste à dire que, comme vous le savez, les jours de grande marée, la mer est basse généralement entre 14h et 15h, et ce qui fait que l'échouage dans la souille démarre, on pourrait dire, à partir de 11h, et il y a de l'eau à nouveau dans cette souille à partir de 17h. Ça veut dire que si on ne fait pas ce dragage, il suffirait aux usagers de la souille de partir un tout petit peu plus tôt et de rentrer un tout petit peu plus tard.
J'ajoute pour conclure qu'il n'y a plus de quillards, il n'y a plus de bateaux à voile. D'ailleurs, probablement, mon cher ami, à votre grand regret, tout comme au mien, il n'y a plus de quillards dans la Souille. Il n'y a que des bateaux à moteur à fond plat. Et donc, d'un point de vue strictement maritime, je ferai la remarque que les Anglais, qui sont les grands champions de l'aménagement des ports, je ne connais pas de Souille dans les ports, en particulier ni à Jersey, ni sur la côte sud de l'Angleterre. Donc c'est la raison pour laquelle, compte tenu de ces trois éléments et dans le souci de limiter les investissements dans cette période troublée, et je ferai simplement une remarque par rapport à l'article de Ouest France ce matin concernant les difficultés que rencontre le conseil départemental. Je pense que c'est un petit peu malvenu, cet investissement que je qualifierais d'un peu luxurieux et qui aurait pu très bien attendre 1 ou 2 ans pour voir la suite des événements dans la situation économique française. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je viens de vous expliquer que je voterai contre. Merci. Merci, M. Loisan. Est-ce que M. Chauffour ou M. Guibaud veut répondre? Non. Sur ce côté-là, si je répondais simplement que l'augmentation sera supérieure pour les usagers de la Souille par rapport aux usagers du reste du mouillage. Proportionnellement. Effectivement, vous avez raison, M. Loisan, quand vous dites que la dette sera consolidée à l'échelle de l'ensemble des budgets, mais ne sous-entendez pas que ces investissements seront payés par les impôts des Dinardais. Ça, c'est faux, en fait. Donc, soyez plus précis dans vos interventions, je vous remercie. Et il sera, comme je l'ai rappelé, ça fait plusieurs fois qu'on parle de ce sujet-là, donc il sera financé. Cette dette sera financée exclusivement par les usagers du port. Je vous rappelle que si demain il n'y a plus de souille, on perd au moins une centaine de mouillages avec les zones d'évitement. Et bien sûr, pour quelqu'un qui connaît bien l'usage du port depuis 40 ans, comme vous l'avez dit, en attendant maintenant des coef de 80, il y a déjà 20% de la souille qui échoue. Et en plus, ça fait lien avec la délibération d'avant, ça augmente la sinistralité de la ville, parce que les bateaux ne sont pas faits pour s'échouer à cet endroit-là. Et du coup, ça fait augmenter nos primes d'assurance et notre niveau de sinistralité. Donc, il y a un moment, si pour vous, ça n'a pas de sens, ça je ne comprends pas, c'est comme quand on fait venir une pelle en ville, et il y a une économie d'échelle à ce qu'elle fasse 200 mètres de voirie ou 1 km de voirie. C'est exactement la même chose pour le désenvasement de la Souille et du Chenal. Voilà, quand les machines sont là, après c'est juste du temps en fait qui reste facturé. Et peut-être, je ne souhaite pas qu'il y ait de mauvaises surprises, comme vous l'évoquez. En attendant, on peut déjà se réjouir d'être plus d'1 million d'euros en dessous de l'estimation. On voit qu'en ce moment, le marché devient particulièrement concurrentiel et qu'on a une offre particulièrement intéressante. Donc il faut aussi se réjouir de ces bonnes nouvelles qu'on peut avoir de temps en temps. Donc on va pouvoir passer au vote, M. Chauffour. Pardon. Décide d'attribution du marché de dragage à la société Merceron. Qui vote contre? M. Loisan. Qui s'abstient? Adopté. Qui, M. Chauffour, donc 2 abstentions et un vote contre. Et je précise, voilà, quand on dit qu'il fallait attendre encore 2 ou 3 années, ça fait 20 ans que les plaisanciers attendent ce désenvasement. Alors, après, on va passer au point 17, budget ville, attribution du marché relatif à la location maintenance de 33 systèmes d'impression. Frédéric Soyer. Merci, Monsieur le maire. La ville de Dinard a procédé au lancement d'un marché ordinaire de fourniture pour la location et la maintenance de 33 systèmes d'impression en procédure adaptée ouverte le 25 mars 2024. Le marché est conclu pour une durée de 5 ans non reconductible. La consultation est passée dans le cadre de la convention de groupement de commandes communes et CCAS de Dinard. Une variante technique, comme vous le pouvez constater, et complémentaire est exigée et porte sur le finisseur, agrafage, pliage pour 6 copieurs et 2 prestations complémentaires pour 2 copieurs équipés de boîtes aux lettres et un copieur permettant un règlement carte bleue sans contact et un rendu de monnaie pour la médiathèque. Les critères de sélection étaient les suivants, des valeurs techniques et des valeurs financières. En valeurs techniques, représentant 60%, on avait les performances techniques des photocopieurs, des qualités de service des prestataires, des marges RSE
de l'entreprise qui est concourée, et puis sur l'aspect financier, un montant de location et un coût de maintenance annuel. 5 prestataires ont répondu à la consultation: Rico France, Cohesio West, Sharp Business System, TCGO et la Générale de Bureautique. Au regard des analyses des offres reçues, l'offre ci-dessous est apparue la mieux disante. Donc c'est l'offre de Sharp Business Service pour un montant d'offre de 16 328 € et 7 centimes en termes de location, avec un surcoût lié à la variante exigée sur les photocopieurs avec agrafage pliage de 1 176 € et 40 centimes hors taxe. Le surcoût variante libre paiement n'est pas un surcoût puisqu'il est à 0. Le montant de la maintenance annuelle est de 12 007 € et 9 centimes hors taxe, ce qui donne un total estimé de 35 413,87 € TTC, soit 177 069,36 € TTC sur 5 ans. La commission de suivi des contrats qui s'est réunie le 12 juin 2024 s'est prononcée favorablement et à l'unanimité sur cette attribution. Avez-vous des questions? Monsieur Lebet. Oui. Alors, sur ce type de matériel et sur ce type de marché, on peut assez facilement faire des calculs qui montrent qu'en général, l'achat de ce matériel est bien plus économique que la location. C'est-à-dire que là, on s'engage à louer du matériel pendant 5 ans alors qu'il est amorti en moins de 3 ans. Donc nous pensons que ce serait un meilleur usage des deniers de la commune que d'investir dans ce matériel. Et une des questions qui a été posée en commission, c'était de savoir si le loueur proposait une option d'achat à l'issue de la location. Je ne crois pas que vous ayez jusque-là répondu à cette question qui avait été posée lors de la commission. Alors, je vais répondre aux différentes questions, mais déjà, la première des choses, c'est que le comparatif qui a été réalisé entre investissement et location montre que, globalement, on est sur un écart de prix relativement faible. Ce qui est important parce que c'est un matériel qui a une durée d'obsolescence qui reste importante. On est sur de l'informatique, donc au bout de 5 ans, c'est bien d'avoir de l'informatique qu'on a acheté, mais si elle est obsolète, ça ne sert pas à grand-chose. Deuxièmement, et c'est pour ça que je rappelais qu'il y avait investissement, location et maintenance, le prestataire refuse de faire la maintenance du matériel au bout de 5 ans. Ce qui veut dire qu'on est propriétaire d'un matériel, il n'y a aucun intérêt. Donc il vaut mieux rester dans une logique de location avec une souplesse. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose, c'est qu'on est dans une rationalisation du nombre de photocopieurs. Donc on a diminué le nombre de photocopieurs avec des usages qui sont en train d'évoluer et on peut espérer que ces usages évolueront encore. Ce qui veut dire que la prochaine échéance ne sera peut-être pas 33 photocopieurs qu'on aura, mais sera peut-être 25, 22. Voilà. Et donc se retrouver avec 33 photocopieurs dont on ne saurait pas utiliser totalement, ça nous semble être une bonne économie pour la commune. Je vous en prie. Monsieur Lebet. Oui, j'ai eu la chance de travailler pour un vendeur d'imprimantes. Donc, en fait, les imprimantes sont conçues pour durer longtemps et l'obsolescence du matériel ne pose pas un problème parce que déjà, si vous avez du matériel en trop, vous pouvez le revendre quand vous en êtes propriétaire. Et ensuite, au bout de quelques années, comme il a été indiqué lors de la commission, le matériel informatique, usuellement, en raison de sa robustesse, peut durer jusqu'à 10 ans. Donc vous mesurez qu'entre l'amortissement théorique qu'on va mettre dans un tableur et la réalité du matériel dans les locaux de la commune, l'économie, elle est très clairement du côté de l'achat. Voilà, j'ai tout dit. J'ai eu la chance de travailler chez un fabricant et de vous dire que la maintenance coûte très très cher. S'il vous plaît. Monsieur Oisance. Oui, est-ce que vous pouvez nous rappeler, mon cher ami, le nombre de photocopieurs utilisés dans la ville de Dinard? Et vous avez spécifié que ce nombre baissait. Comment il baisse? Alors, il y a 33 systèmes d'impression aujourd'hui qui sont couverts dans ce marché. Ce n'est pas ma question, c'est-à-dire combien il y a? Moi, c'est ma réponse. D'accord. Voilà. Il y avait 38. Je vous remercie. En système d'impression, il y en avait 38 auparavant. Voilà, ça fait une baisse. Non, il y a beaucoup plus de photocopieurs dans la ville, je crois. Non, en système d'impression. Après, le reste, c'est des petites imprimantes à la marge, en fait, voilà, comme des imprimantes de particuliers. Donc, bon. S'il n'y a plus de questions, le maire propose donc au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. 1. Article 1. Approuver la proposition de la commission de suivi des contrats d'attribuer le marché de l'allocation des copieurs pour un montant d'offre de 29 511,56 € hors taxe par an,
soit 35 413,87 € TTC par an, correspondant à un montant de 147 557,80 € hors taxes sur 5 ans. Et article 2, autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à ce marché au nom de la commune. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci beaucoup. Okay. Merci. 2 abstentions. Merci Frédéric Soyer. Point 18. C'est bien cela. Évolution du temps de travail, charte du temps de travail, Marie-Claire Mervin. Donc en 2022, en février 2022, on avait voté la validation de la charte du temps de travail. Et cette dernière prévoit dans son point 2.5 la possibilité de déroger aux garanties minimales à titre exceptionnel sur une période limitée. Donc forcément, dans le cadre de chaque saison estivale, plusieurs services municipaux sont amenés, du fait de leur mission et pour permettre la bonne réalisation de la programmation, à déroger aux garanties minimales qui sont la durée quotidienne ne peut excéder 10 heures, l'amplitude maximale de la journée est fixée à 12 heures et le repos quotidien est au minimum de 11 heures. Donc en fait, comme en 2023, on avait déjà passé une délibération pour déroger sur une période bien précise. Donc là, ce serait du 25 juin 2024 au 6 octobre 2024. La génération de ces heures complémentaires et supplémentaires liées à ces missions et à cette période seront effectuées à la demande expresse du supérieur hiérarchique et indemnisées ou récupérées au choix de l'agent. Pas de réel changement par rapport à l'année dernière, mis à part la période, les dates. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Déroger à titre exceptionnel aux garanties minimales du temps de travail pour l'ensemble des services impliqués dans l'organisation de la saison estivale 2024 sur la période du 25 juin 2024 au 6 octobre 2024. Autoriser le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette décision. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Marie-Claire Mervin. Point 19. Donc, création de 10 postes permanents d'animateurs annualisés. Nolwenn Guillou. Merci, Monsieur le maire. Donc, délibération d'importance concernant la direction éducation enfants-jeunesse. D'importance parce qu'elle vise à la fois à déprécariser les équipes d'encadrants, les professionnaliser et les pérenniser. La direction éducation enfants-jeunesse recouvre les temps qui sont scolaires, périscolaires, incluant matin, midi, soir et mercredi matin, et extrascolaires, qui inclut les vacances. Et en vue de permettre à des équipes de s'installer de façon pérenne et professionnelle, nous vous soumettons la création de 10 postes permanents d'animateurs annualisés, répartis avec 8 postes à temps non complet à 32h30 par semaine pour des postes qui concerneront également le mercredi et 2 postes à équivalent, mais pour 25 heures, puisqu'ils ne concerneront pas les mercredis. Ceci visant à se donner les moyens pour la collectivité d'avoir des équipes de professionnels efficaces et mutualisées sur l'ensemble des services qui seront proposés et en cohérence sur l'ensemble des temps de l'enfant, mais aussi à être plus attractifs, puisqu'on sait que les difficultés de recrutement se font cruellement sentir dans ces secteurs à l'identique de d'autres. Y a-t-il des questions? Oui. Ce n'est pas une question, c'est juste pour dire qu'en l'absence de commission RH, nous nous abstiendrons sur cette délibération et la suivante. Mais donc vous saisissez l'enjeu et l'importance, malgré tout. Bien. S'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, le maire propose, article 1er, de créer 10 postes permanents annualisés d'animateurs à temps non complet, répartis de la façon suivante: 8 postes à temps non complet annualisés à 32h30 par semaine, 2 postes à temps non complet annualisés à 25 heures par semaine. Ces emplois seront pourvus par des titulaires appartenant au cadre d'emploi des adjoints d'animation catégorie C. La rémunération et le déroulement de la carrière correspondant au cadre d'emploi concerné. En cas de recherche infructueuse de fonctionnaires, ces emplois pourront être pourvus par des agents contractuels de droit public dans les conditions de l'article L332B 2e du Code général de la fonction publique. Les agents ainsi recrutés seront chargés des missions indiquées ci-dessus. Article 2, prévoir les crédits au budget de la commune. Article 3, autoriser le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette décision. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Merci Nolwenn Guillou. Donc, point 20, contrat d'apprentissage avec Marie-Claire Mervin. Donc, comme vous le savez, notre souhait est de favoriser tout ce qui est formation, apprentissage ou encore l'accueil de stagiaires. Donc ici, c'est une délibération pour
pour créer un poste d'apprenti, donc afin de renforcer les équipes et de permettre à des jeunes de se former et d'apprendre un métier. Donc là, il s'agit d'un apprenti au service garage, diplôme préparé, donc c'est le CAP maintenance des véhicules, et la période est du 2 septembre 2024 au 27 juin 2026. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Donc, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes: accueillir et créer un poste d'apprenti, donc un CAP maintenance des véhicules d'une durée de 2 ans, autoriser le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette décision. Qui s'abstient? 2. Qui vote contre? Merci. Merci Marie-Claire Mervin. Donc, point 21 maintenant, donc modification du règlement intérieur. Frédéric Soyer. Monsieur le maire, merci. Il s'agit de la mise en place d'une charte de bon usage de l'informatique. Donc aujourd'hui, je parle beaucoup d'informatique. Et je pense qu'il est nécessaire de faire un préambule au préalable. Vous avez tous reçu cette description, mais il est important de bien comprendre la logique d'une charte. C'est de favoriser l'utilisation. Donc la commune veut absolument favoriser l'utilisation par ses agents et d'outils informatiques pour être plus efficace, plus performant, et de faciliter la bonne compréhension du bon usage de l'outil informatique. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est de rappeler un certain nombre de règles de bon usage. Donc, ça, c'était le préambule. Pour simplifier le débat sur la charte, à quoi sert-elle? L'objet d'une charte, c'est de rappeler certaines règles pour un bon fonctionnement et surtout en utilisation d'une information de la commune, à la fois au niveau communal et du CCAS. Je relèverai juste quelques points pour que ce soit bien clair pour tous. Ce qui est important, c'est de sécuriser l'accès aux postes de travail et l'accès aux applications. Donc, c'est des mots de passe, en fait, pour faire simple. La deuxième chose, c'est sécuriser et s'assurer que les sauvegardes sont bien réalisées pour l'ensemble des données. C'est de s'assurer que les antivirus sont bien mis à jour. C'est tout bête, mais c'est important. C'est de s'assurer aussi que les matériels sont bien maintenus. C'est de faire en sorte que la protection des données personnelles soit assurée également. C'est aussi d'avoir un usage maîtrisé du télétravail et de savoir quelles sont les conséquences lorsqu'on est en télétravail. C'est aussi, et c'est peut-être le plus important, c'est aussi la messagerie. Comment utilise-t-on notre messagerie et quelles sont les bonnes pratiques sur la messagerie? C'est aussi, et les téléchargements, alors c'est peut-être encore plus important, les téléchargements. Qu'est-ce qu'on télécharge aujourd'hui? Des logiciels, mais aussi des œuvres. Quand on parle d'œuvres, c'est des films. Donc il y a des choses qu'on peut télécharger et d'autres dont on n'a pas le droit de télécharger. C'est important de le savoir. Et c'est la bonne utilisation d'Internet. Que peut-on consulter en tant qu'agent aujourd'hui sur Internet? Voilà. Donc on récapitule tout ça dans cette charte et on rappelle que cette charte doit être lue par chaque agent, doit être signée par chaque agent. Elle a été présentée au CST qui a approuvé cette charte et que le non-respect des dispositions de la charte peuvent entraîner la suspension des usages, mais aussi des sanctions. Avez-vous des questions? Monsieur Léobé. Alors, nous nous réjouissons et nous saluons le vote de ce document. Nous estimons simplement qu'elle pourrait même être légèrement plus dure, c'est-à-dire que quelques conditionnels ou quelques formules qui laissent un peu la possibilité à l'usage pourraient même être des impératifs. En fait, c'est ça. Voilà. Mais sinon, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes: adopter l'annexe 16 du règlement intérieur concernant la charte informatique applicable dans la collectivité, autoriser le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette décision. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Merci beaucoup. Merci, Monsieur Soyer. Point 22, modification partielle du tableau des effectifs. Marie-Claire Mervin. Donc, suite à des recrutements d'agents ou à des personnes qui ont eu des concours, on vous propose de modifier 4 grades, donc de faire 3 créations et 1 suppression. Donc, le premier rédacteur principal première classe, c'est pour l'embauche d'une responsable administrative au PAF. Donc, on avait vu ça en février 2024. L'adjoint administratif, c'est le mi-temps à la médiathèque. Ça, on en a parlé en décembre 2023. Et l'adjoint technique principal deuxième classe que l'on crée, on a en face la suppression d'adjoint technique. Donc là, c'est un agent qui a eu le concours. Et donc, que l'on augmente de grade.
Donc on arrive à 326 emplois permanents et on arrive à un ETP agent titulaire au 1er juin 2024 de 282,72. Est-ce que vous avez des questions? Le maire propose au conseil municipal de prendre les décisions suivantes. Modifier le tableau des effectifs, comme j'ai pu l'énoncer. Le nombre global d'agents titulaires budgétés au tableau des effectifs du budget de la commune est égal à 326 emplois permanents. Le nombre en équivalent temps plein titulaire au 1er juin 2024 est de 282,72. Autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents afférents. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Merci Madame Mervin. Et donc, dernier point à l'ordre du jour, le compte-rendu des décisions du maire depuis la séance jusqu'au 24 juin. Est-ce qu'il y a-t-il des questions, s'il vous plaît, Monsieur Aubet? Oui, Monsieur le maire, il y a quelques mois, sur les comptes rendus des décisions du maire, je vous avais demandé s'il était possible d'indiquer pour toutes les entreprises mentionnées le numéro de SIRET afin de les identifier clairement, ainsi que pour les associations, leur numéro d'association. Vous aviez répondu à l'époque que vous examineriez la question si ça ne demandait pas trop de travail au personnel municipal. Est-ce que vous pourriez nous dire où vous en êtes aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que cette information serait envisageable et ça permettrait de bien identifier les entreprises ou différents prestataires qui sont mentionnés dans toutes les délibérations? Oui, aujourd'hui, les capacités humaines de la ville ne permettent pas, en tout cas, de faire l'ensemble de ce référencement. Je pense que si après, si vous avez un doute sur n'importe quelle décision, n'hésitez pas à nous consulter en amont et on ira faire les recherches nécessaires. Monsieur Deslandes? Oui, deux questions. La première, c'est la 2024-190, location et prestations, scène, son, lumière, dans le cadre du festival de Dinard Opening. Est-ce que c'est un seul prestataire et lequel? C'est le cas. Pardon. Il y a trois prestataires. Trois prestataires parce qu'il y avait trois typologies différentes de prestations. Il y a scène, éclairage et son. Alors, pour le devis de l'éclairage, dans les trois cas, trois prestataires ont été consultés. Pour l'éclairage, il y a Arlight de Ploermer, VBS à Dinard et Spectaculaire à Saint-Urial. Le mieux disant, très nettement, c'était VBS, 8400. Voilà. Pour la sonorisation, trois prestataires, Émeraude, Spectaculaire, et pardon, son Émeraude, pas de retour, Spectaculaire, Spectaculaire à Saint-Urial, nous sommes assez élevés, et Corolle a emporté le marché. Voilà. Et pour le dernier, c'est la Seine, et les crash, ce qu'on appelle les crash barrières devant la Seine. On a eu trois prestataires consultés, un qui n'a pas répondu, Spectaculaire non plus, donc deux qui n'ont pas répondu. Le seul qui a répondu, c'est son Émeraude pour 12 900, donc il a été retenu. Voilà le résultat des trois. Okay. Merci beaucoup pour la précision de toutes les entreprises. Par contre, ce qui m'a étonné, c'est de retrouver ces trois prestations sous la même décision du maire. D'habitude, on a des décisions séparées. Et c'est tout. Ça a créé une question pour moi. Voilà. Alors, les services les services me confirment quand c'est un même événement, c'est souvent sous la même décision. C'est les mêmes concerts, le son, la lumière, la scène, c'est un tout. Voilà. Alors, j'ai une deuxième question, la 137, recours à un cabinet externe pour le recrutement du directeur des ressources humaines. Donc, on utilise un cabinet qu'on connaît. Enfin, il y a eu des devis différents, de fait. Alors, oui, on a sollicité. Pardon, je réponds. On a sollicité trois cabinets.
Donc, il y a eu Parcours RH, Citea et Michael Page. On a choisi Michael Page, qui était le moins cher. D'accord. Je ne sais pas si je dis les prix, mais lui, il était à 8 000 et les deux autres étaient à 10 000 et 10 300. Et en plus, on vient de travailler avec Michael Page et ça s'est plutôt bien passé là pour le dernier recrutement, donc on avait tout intérêt. Enfin, les entretiens ont lieu cette semaine d'ailleurs. Merci beaucoup. Voilà. Pas d'autres questions? Madame Govin. Sur la décision 2024-175, la réalisation d'un diagnostic complémentaire de pollution du terrain d'assiette du parking Veille et son plan de gestion, c'est quoi au juste? Pour y faire quoi? C'est à quel niveau? Quel numéro, vous m'avez dit? 175. En fait, c'est dans la continuité du projet déjà évoqué. En fait, il y a un moment où on sait qu'on est mitoyen aussi du terrain NJ. Donc, il y a un moment, on se doutait qu'on n'était pas épargné non plus par le niveau de pollution en fait, d'NJ. Donc, en fait, c'est des diagnostics préalables pour l'avenir qui servent pour différents projets de la ville. Aujourd'hui, je vous rappelle que nous, on aimerait que cette parcelle Veille soit associée dans un projet d'ensemble avec les deux propriétés maintenant des 3 ou 4 porteurs de projets, là, les 3 ou 4 promoteurs qui ont racheté. Et, qui ont racheté? Vous parlez du terrain NJ? Oui, l'ensemble de la parcelle NJ. Voilà. Donc, vous n'êtes plus en rapport avec vous, la municipalité n'est plus en rapport avec NJ? Non, il y a longtemps que c'est vendu. Ah, on n'était pas au courant. On a cassé je vous rappelle qu'on avait mis fin au compromis qu'on trouvait un peu flou, en tout cas. Donc, dès lors, anciennement, donc NJ a fini par vendre effectivement à des opérateurs. Donc, eux aussi, vu que vous êtes voisine, vous avez dû voir aussi qu'ils faisaient des études de sol il y a quelques semaines déjà. Je vous en avais parlé justement, mais vous n'aviez pas approfondi. Ok, excusez-moi si vous n'aviez pas ce niveau d'information-là. Donc, c'est 3 promoteurs qui ont racheté. Donc, il y a I4 Promotion. Et pour faire quoi? Pour faire un projet d'urbanisation. Ça reste la dernière parcelle de centre-ville de la ville. Donc là, en ce moment, ils sont juste sur des phases des phases d'études de projet, de capacitaires, d'esquisses préalables. Je vous rappelle qu'on a quand même la ville et le conseil municipal ici même, encore au-delà du PLU, du respect du PLU, bien évidemment. Et encore un outil aussi en main, c'est qu'on a encore un emplacement réservé sur la parcelle centrale, en fait, qui était sous compromis de vente. Donc, le jour où le projet sera plus avancé avec ces promoteurs. Donc, dans les promoteurs, il y a I4 Promotion, donc qui est un promoteur qui est issu de la Banque des Territoires, de la Caisse des dépôts. Donc, on va dire un promoteur parapublic. Et l'autre, entre autres, c'est Brownfield, qui est un spécialiste de la dépollution en France, en fait. Donc, c'est plutôt, en tout cas, le fait que ces promoteurs soient portés candidats sur l'acquisition de ces terrains NJ. Ils ont acheté tout un lot en France, en fait, dont celui de Dinard. Et c'est plutôt, sur le côté environnemental, c'est plutôt bien que ce soit des gens comme Brownfield qui participent à l'opération. Brownfield, c'est le promoteur, avec I4 Promotion surtout. Bon, bonsoir. Et anciennement Air Nouvelle aussi, parmi les... Oui. Bonsoir, monsieur le maire. Quelle mauvaise surprise, là, pour conclure le conseil municipal. J'avoue que je n'imaginais pas qu'il y avait donc 3 promoteurs qui vont se charger du projet de ce fameux terrain. C'était depuis 20 ans qu'on parlait de tout ça, qu'on négociait une voie verte et une voirie adaptée pour pouvoir relier enfin la médiathèque à la place du marché. J'imagine qu'il n'y a plus de projet possible ni avec l'allée des Mimosas, ni à travers le terrain NJ. Madame, comme je vous disais, on est aux prémices en fait, du projet. Oui, enfin, vous ne me dites pas que Madame Cravalla, tout ce que vous dites, en fait, c'est prévu dans le projet, cette déambulation piétonne. Il est inscrit dans le PLU. Donc, je vous appelle à revoir les documents de Malis, à les relire en tout cas, et c'est déjà inscrit dans le PLU actuel, et c'est des choses qui vont être répercutées dans le projet de PLU futur. Donc, ne vous inquiétez pas, toute cette taxe de déambulation piétonne sera bien prévue au milieu du projet. Aujourd'hui, ils sont en phase d'études capacitaires. Bien sûr, quand le projet va avancer,
au-delà d'être présenté au conseil municipal, le projet, il va être présenté aussi au public en général. Il y aura des phases de concertation, ça va prendre des mois. Donc, pas de panique au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien de fait, on est juste à une phase de préétude, quoi. Alors justement, si vous le permettez, donc projet de PLU, vous envisagez de nous le présenter au prochain conseil? Non, mais on va... Ah, monsieur Guichard, responsable oui. de l'urbanisme. Normalement, on arrête le projet de PLU au prochain conseil municipal. On reprend tout ou partie de l'OAP qui était déjà dans l'actuel PLU concernant le site NJ. Il y a une OAP, il y a des éléments essentiels qui seront maintenus, voire renforcés, dans l'avenir du futur PLU. Voilà. Donc tout ce qui avait été prévu est maintenu, et donc il n'y a pas d'inquiétude, d'autant plus, comme je vous le dis, il y a une opération d'aménagement programmée, et celle-là, elle reste. Donc les promoteurs, les constructeurs devront appliquer cette opération d'aménagement programmé, et en particulier, la seule chose qu'on a vraiment augmentée, je dirais, c'est le nombre de logements abordables pour la population dinardaise. Bon, écoutez, je souhaite vivement que ce ne soit pas des vœux pieux. Je me permets d'insister pour avoir les documents du PLU, monsieur le maire, bien avant les 5 jours pour nous élus, des 5 jours qui sont accordés d'ordinaire en vue du conseil municipal, car je considère que ce PLU, qui est le premier PLU de la ville qu'on attendait depuis toujours, mérite toute notre attention. Je vous rappelle que c'est une révision du PLU qui a été faite par la mandature précédente et qui date de 2018 de mémoire. Donc ça n'est qu'une révision d'un PLU qui existe déjà, au regard d'un certain nombre d'éléments supplémentaires, et en particulier la loi climat et résilience. Alors, ça fait 2 ans et demi qu'on est dessus, quasiment, donc c'est pas un claquement de doigts. Et les dernières corrections sont en train d'être faites. J'aurai, je pense, d'ici la fin de la semaine, l'ensemble des documents à relire. Et dès que ce sera prêt, en fonction, en liaison avec monsieur le maire, on verra si on vous transmet très rapidement ces documents ou s'il faut à nouveau les repasser au cabinet pour qu'il nous corrige un certain nombre d'éléments. On tient effectivement à partager ce document qui est quand même fondamental pour l'avenir de la ville. On le sait, et je le sais aussi bien que vous, pour avoir beaucoup discuté de ces sujets-là auparavant. Et donc, on y a une attention particulière. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il était déjà prévu d'être présenté au mois d'avril, mais au regard d'un certain nombre d'éléments liés au schéma de cohérence territoriale, qui lui aussi est en révision, on a préféré attendre un petit peu d'avoir des éléments plus structurants pour tout ce qui est consommation des espaces. Voilà. Merci, monsieur Guichard. Donc, avant de vous libérer, j'avais je ne sais pas si monsieur Deslandes, si c'est une question écrite ou une proposition écrite. Alors, je vous laisse nous en donner connaissance. Oui, proposition écrite. Mais ça rentre dans les questions écrites parce que je n'ai pas trouvé d'autre forme. Alors, donc, monsieur le maire, au nom du groupe Dinard Naturellement, je sollicite la modification du règlement intérieur du conseil municipal. Cette modification concerne l'adjonction d'un article précisant la possibilité de modulation du montant des indemnités des élus en fonction de leur participation effective aux séances plénières et réunions de commissions dont ils sont membres. En effet, alors je vais peut-être passer certains articles. Bon, l'article L 2123-24-2 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 2019, prévoit, dans les conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal des communes de plus de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser pour chacun des membres la moitié de l'indemnité pouvant lui être attribuée. Saisi par la commune de la Madeleine dans le Nord, le Conseil constitutionnel, dans sa décision numéro 2024-1094 QPC du 6 juin 2024, a décidé les mots « commune de 50 000 habitants et plus » figurant à la première phrase de l'article L 2123-24-2 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi
2019-1461 du 27 décembre 2019, relative à l'engagement dans la vie locale et la proximité de l'action publique, sont contraires à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1 prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 12 de cette décision. Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 1. Donc, jugée par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 juin 2024. Donc, l'article 21, 23, 24, 2 du Code général des collectivités territoriales s'applique donc à toutes les communes. Et je vous remercie, Monsieur le maire, de bien vouloir prendre en considération ma demande en soumettant au vote cette modification du règlement intérieur lors du prochain conseil municipal. Merci, Monsieur Deslandes. Donc, comme je vous l'ai dit, je crois que votre courriel, j'ai reçu mercredi ou jeudi de mémoire, votre demande. Oui. Donc, forcément, techniquement, ce n'était pas possible de réaliser pour ce conseil municipal, bien sûr. Et puis, avant tout, ce sujet sera étudié par l'équipe municipale. Et comme j'avais évoqué aussi à M. Leaubet, de toute manière, on devait retoiletter le règlement intérieur du conseil municipal, entre autres pour des proportions d'expression écrites dans le magazine de Dinard. Donc, on vous fera une proposition. Alors, j'espère au conseil de juillet, suivant la capacité suivant la charge de travail des services, ou peut-être à la rentrée. Mais on ne manquera pas d'étudier votre demande, en tout cas, avec mon équipe municipale. Je vous en remercie, Monsieur le maire. Et donc, pour terminer, une information de Muriel Béziel. Oui, merci. Afin de conclure ce conseil municipal sur une petite note de légèreté, je vous rappelle que le CCAS organise mercredi 26 juin un thé dansant de 14h à 18h au COSEC. Donc, si vous avez un petit quart d'heure pour venir danser avec moi, il n'y a pas de souci. Je vous remercie. Voilà, puis juste pour terminer, les traditionnelles dates des prochains conseils municipaux, donc sous réserve de modification, suivant les urgences nécessaires. Donc c'est le prochain lundi 22 juillet. Ensuite, il y aura la trêve estivale, donc mardi 17 septembre, mardi 15 octobre, mardi 19 novembre et lundi 16 décembre. Je vous remercie toutes et tous et bonne fin de soirée.